Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur les biais cognitifs. On est déjà pas mal nombreux connectés. On va peut-être attendre 30 secondes, une minute que les derniers participants se connectent et je reprends la parole tout de suite. Alors, on va donc démarrer le webinaire de ce matin. Bienvenue à ceux qui viennent juste de nous rejoindre. Donc, l'idée, c'est de prendre environ 3/4 d'heure pour vous parler des biais cognitifs et comment ils influencent les processus de recrutement. Comme d'habitude, je vais vous laisser poser vos questions. On prendra 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, sur votre interface, vous avez un petit bouton qui vous permet de poser toutes les questions. Donc c'est parti, on y va. On est ravis avec Amandine d'animer ce webinaire. On a choisi ce sujet parce que en réalité, les biais cognitifs influencent beaucoup le jugement. Le processus de recrutement étant un jugement en lui-même, c'est assez intéressant de connaître et d'être sensibilisé aux biais cognitifs pour essayer d'avoir la prise de décision la plus objectivée dans le processus. Et aussi, il est vrai que beaucoup de recruteurs ou de managers recruteurs ne sont pas sensibilisés aux biais cognitifs parce qu'ils n'ont pas tous fait des formations RH. Donc voilà, Amandine est ici pour nous parler aussi des biais. Je te laisse peut-être te présenter. Oui, donc Amandine Marchal, je suis consultante au sein d'un cabinet qui s'appelle Cubix, que vous connaissez peut-être si vous êtes utilisateur de nos outils. Cubix, c'est un cabinet conseil en ressources humaines. Notre cœur de métier, c'est l'évaluation, l'accompagnement des compétences comportementales. On répond à tous les enjeux de nos clients autour des problématiques de sélection, d'accompagnement des profils en interne. Voilà, je suis ravie, c'est le 3e webinaire qu'on anime ensemble avec Priscilla. Je suis également ravie de faire ce webinaire avec vous. Donc moi, Priscilla Camroy, ça fait 4 ans que je travaille chez EasyRecruit dans les fonctions marketing et plus précisément à essayer de donner un petit peu de contenu qualitatif aux équipes recrutement et RH pour réaliser les meilleurs processus de recrutement. Et donc la mission d'EasyRecruit, c'est le recrutement par vidéo et notamment comment vous aider à identifier les meilleurs profils en objectivant au maximum votre processus de décision. Donc, on est en plein dans le sujet, donc on est ravis de vous présenter ça aujourd'hui. Pour vous parler un petit peu du programme, l'idée, c'est pas de vous faire une formation sur les biais, mais c'est au moins de vous en sensibiliser pour vous apprendre un petit peu à vous en prémunir. Donc, on verra que quand on connaît ses propres biais, on a déjà parcouru la moitié du chemin, mais il y a un certain nombre d'outils, de bons réflexes et de bonnes pratiques qui vont vous aider à pallier vos biais. Et tout en essayant de garantir quand même une bonne expérience auprès de vos candidats. L'idée, c'est pas d'utiliser des millions d'outils et faire durer vos processus des jours et des jours, mais de voir comment on peut avoir un bon équilibre entre une démarche et une prise de décision objectivée dans le processus de recrutement et une bonne expérience candidat. Puis, on fera une petite ouverture pour voir aussi comment vous pouvez aussi transformer à votre avantage les biais des candidats. Alors, une petite introduction sur qu'est-ce que les biais cognitifs. Il faut savoir que c'est un mécanisme de votre pensée qui va causer une déviation de votre jugement par rapport à un jugement objectif. Ce qui est important de connaître sur les biais cognitifs, c'est qu'ils sont en général répétitifs. Donc, c'est des erreurs que vous êtes amené à faire de façon plus récurrente. C'est là où est la nuance avec l'erreur. L'erreur, elle est vraiment aléatoire, ponctuelle, elle arrive une fois, mais le biais cognitif, il est présent. Il faut savoir que c'est normal d'avoir des biais cognitifs, c'est aussi ce qui nous permet de faire des raccourcis dans nos jugements et d'avoir un raccourci plus rapide, plus utile pour chacune de nos prises de décision dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. On n'a pas besoin d'avoir forcément un jugement objectivé, de se poser 1 milliard de questions avant de prendre la décision. Et donc, c'est ce qui peut... Mais dans des décisions importantes, ça peut produire un jugement erroné. Donc, il faut... Et le recrutement étant quelque chose d'important, il faut essayer d'éviter au maximum ces biais cognitifs. Il y a des contextes où les biais cognitifs sont plus présents que d'autres.
c'est notamment dans ces cas de figure. Donc, il en existe des centaines et des centaines, des biais cognitifs. On ne va pas tous passer dessus, mais les biais cognitifs agissent souvent quand vous avez besoin de prendre une décision très rapidement, que vous avez à votre disposition énormément d'informations qui n'ont pas forcément de sens pour vous. Et un autre élément qui peut jouer, c'est votre mémoire. Parce que on ne se souvient pas de tout et on fait souvent appel à sa mémoire pour prendre une décision ou émettre un jugement. Or, on est déjà dans une reconstruction de la réalité. Donc, attention aussi à votre mémoire. On va donc se poser la question, le recrutement étant une prise de décision, un jugement, qu'est-ce qui se passe du côté du recrutement ? Oui, alors effectivement, hein, le recrutement, c'est vraiment une des situations de la vie où les biais cognitifs peuvent avoir un impact assez fort. Le premier élément, c'est quid du recrutement et par rapport au recruteur. Hein. Ce qui crée des biais, finalement, ça va être le processus de communication entre le recruteur et notre candidat. La communication, c'est un processus complexe, il y a souvent des distorsions hein, entre ce que me dit le candidat, ce que je comprends, ce que j'en entends, ce que je comprends et ce que je retiens. Il y a souvent plein de choses qui se passent. Ce qui va peut-être approfondir hein, le risque de biais, ça va être bien sûr l'absence de préparation. Vous le voyez à l'écran, hein. Donc peut-être aller en entretien un peu comme ça avec les idées reçues qu'on peut avoir. On va y revenir tout à l'heure. Un entretien plus court va favoriser hein, le fait de se baser sur des raccourcis que notre cerveau va faire, donc, et de ne pas prendre le temps peut-être d'approfondir certains éléments. Donc attention à la durée de vos entretiens. Le mode de communication aussi et les différences entre les modes de communication vont jouer. C'est-à-dire que si moi j'ai plutôt un mode de communication par exemple un peu discret, un peu introverti et que j'ai en face de moi quelqu'un de très extraverti, ça va peut-être favoriser un jugement hâtif, peut-être quelque chose de négatif, hein, une vision négative de la personne, elle va peut-être m'énerver, etc. Et du coup va en découler des questions qui vont être orientées, etc. La prise de notes, c'est quelque chose de très très important en entretien, on y reviendra tout à l'heure. Quand on oublie de prendre des notes, finalement, on va faire appel par la suite à notre mémoire et c'est d'autant plus important lorsque vous rencontrez plusieurs candidats, puisque la mémoire est une reconstruction, hein, le souvenir est une reconstruction de la réalité. Vous allez peut-être vous baser sur les éléments les plus saillants par rapport à votre cadre de référence. Et du coup, le risque, c'est peut-être de ne pas être juste dans votre évaluation. Manque de connaissances en psychologie, la première chose à faire, bien sûr, c'est de se connaître soi-même. On y reviendra tout à l'heure. Hein. Si je sais que j'ai plutôt tendance à être sévère, si je sais que j'ai plutôt tendance à être sensible à certains types de personnalités, ça va me permettre de peut-être réorganiser mon mode de questionnement et d'être plus équilibré dans ma façon de présenter les choses et de questionner. Manque de prise de recul hein, par rapport aux candidats et par rapport aux recruteurs. Ça, c'est notamment vrai si jamais je recrute pour un autre service que le mien. Je vais avoir peut-être tendance à avoir des jugements par rapport à ce que moi j'aimerais. Or, c'est pas forcément ce qui est bon pour moi, ce qui va être bon pour l'autre équipe. Un seul décisionnaire, ça va être un sujet bien sûr qui va favoriser les biais. Si on est plusieurs, on a plusieurs visions et du coup ça va nous permettre un jugement peut-être plus objectif. Et puis bien sûr le stress va avoir tendance à raccourcir nos jugements hein, et du coup à favoriser l'émergence de ces biais. Alors ça, c'était les biais liés à nous en tant que recruteurs, mais il y a aussi les biais qui vont être liés aussi aux candidats. Dans leur façon de se présenter. Hein. Le recrutement, c'est bien sûr, l'entretien de recrutement, c'est bien sûr une situation à enjeu pour nos candidats. Et il y a un premier biais qui existe, c'est le biais de désirabilité sociale. Un gros risque, c'est que les personnes vont avoir tendance à axer leur discours en fonction de ce qu'ils pensent que les recruteurs attendent, donc à se montrer sous leur meilleur jour. Ils vont peut-être repérer des éléments dans l'annonce, dans ce qu'ils ont compris de la situation de votre entreprise, etc., pour favoriser des illustrations qui vont dans leur sens. Donc ça, c'est normal, hein, c'est complètement logique de la part du candidat parce que lui, il joue un job derrière. Et du coup, c'est important d'être sensible à ça en tant que recruteur, de savoir que ça existe.
Et du coup, peut-être de rééquilibrer votre entretien, on verra comment tout à l'heure. Mais c'est quelque chose de tout à fait normal. Et puis, et notamment dans nos sociétés, il y a parfois des biais d'excès de confiance, d'excès de confiance en soi. Il y a des études qui ont prouvé que la moitié finalement des individus ont tendance à s'évaluer comme au-dessus de la moyenne sur un domaine donné, donc vont avoir tendance à peut-être formuler des auto-évaluations un peu erronées, d'où l'importance de faire illustrer les propos de votre candidat par des éléments factuels, le plus factuel possible, dans votre façon de fonctionner en entretien, peut-être même de les mettre en situation, on y reviendra tout à l'heure. Il y a un élément qui joue énormément dans le processus de recrutement, c'est l'influence de la présentation. Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur les sujets. Là, je vous en propose une. C'est une université américaine qui a fait une étude sur l'influence des cosmétiques sur l'entretien. Donc ici, on a un petit cas avec trois cas, on va dire, avec la même candidate. Donc, on en a une qui n'est pas maquillée, une qui est maquillée et l'autre qui, on pourrait le dire, est très maquillée. Et il y a un panel d'évaluateurs qui évalue la prestation de la candidate. Donc, c'est un entretien en vidéo. Et ce qu'il faut quand même préciser, et que je vous rassure, la présentation a une influence limitée sur l'évaluation globale des compétences de la candidate, mais là où il y a un rôle à jouer, c'est que sur le critère de la présentation, les notes sont très différentes selon la candidate. C'est-à-dire que la candidate qui est un petit peu maquillée, celle du milieu, a une très bonne note sur la présentation, et habillée de la même façon, il faut aussi le préciser. Alors que lorsqu'elle n'est pas maquillée ou très maquillée, la présentation est jugée plutôt faible de la part de la candidate. Donc la présentation a aussi une influence assez importante sur le processus de recrutement. Il faut apprendre à s'en prémunir et à aussi se laisser plutôt guider par le discours du candidat et limiter un petit peu l'influence de la présentation, ou alors essayer de confirmer cette présentation en posant des questions où là, le candidat peut se justifier davantage. Alors, on vous a illustré aussi quelques biais en vidéo, et donc on va commencer par le premier. Benoît ? Oui. Bonjour. Bonjour. Entrez. Quelle poigne. C'est sûr qu'il a du leadership. Donc voilà un petit biais. Donc c'est ce qu'on appelle, alors évidemment c'est exagéré, ce qu'on appelle l'effet de primauté. C'est-à-dire que l'information qu'on reçoit en premier détermine davantage l'impression qu'on a d'autrui que les informations qui vont être ensuite reçues. C'est un petit peu ce qu'on appelle le biais de première impression. Donc attention à ne pas se fier trop à ce biais de première impression et d'essayer un petit peu de vérifier tous ces éléments en entretien par des techniques de questionnement un peu plus approfondies. Ça ne veut pas dire que la première impression est fausse. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas ne juger le candidat pas que sur ça, mais essayer d'aller plus loin dans le processus de recrutement pour confirmer ou infirmer votre première impression. Alors, on a un autre petit biais illustré. J'ai une vraie préférence pour le candidat de ce matin. Son parcours est intéressant, sa personnalité est intéressante. J'aime bien. Ouais, moi aussi. Et Morgane, t'en pensais quoi? Morgane, celle d'avant les vacances? Ouais. Oula, voilà, je me souviens plus, je vais relire mes notes. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'effet de récence. C'est qu'on se souvient plus facilement des dernières informations auxquelles on a été confronté. Donc attention, selon les études, les candidats rencontrés en dernier sont plutôt privilégiés par rapport aux autres. Donc attention, on reverra l'importance et l'impact de la prise de notes en entretien. On va passer. Oula, excusez-moi. Petit problème technique. On va passer à la slide suivante, qu'on appelle donc le biais de confirmation d'hypothèse. Alors, je vois que vous avez fait un stage chez Publicis, que vous maîtrisez Photoshop.
Ah, c'est super bien, vous êtes quelqu'un de très créatif. Oui, j'aime bien créer. Bah, vous pouvez pas dire non. Donc, ici, on a ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse, c'est-à-dire qu'on va privilégier ce qui peut conforter nos a priori, nos préjugés. Ici, la candidate, évidemment, elle ne va pas répondre non, vu la façon dont est formulée la question. Donc, attention, on va parfois avoir tendance à poser des questions qui vont un petit peu influencer la réponse du candidat en allant creuser des petits détails ou au contraire en n'allant pas creuser le détail. Donc attention à vos préjugés parce que ça influence votre technique aussi de questionnement et les réponses du candidat. On va donc passer... Oula. Voilà. C'est celui-ci. Voilà, un nouveau biais. La généralisation. Ah, je sais. Il doit avoir une tête sacrément bien faite celui-là. Running, lecture, golf. Par contre, travail d'équipe, ça doit pas être son truc. Alors, donc là, on est vraiment sur la généralisation, le biais de stéréotype qui est assez classique, c'est-à-dire qu'on va se baser sur une information, et souvent c'est des informations qui sont écrites sur le CV comme dans la vidéo, les études, les loisirs, pour en faire découler peut-être un jugement sur les traits de caractère professionnels, les compétences comportementales, sans les vérifier. Donc le risque, c'est d'avoir un a priori, peut-être positif, négatif, erroné sur la personne et d'avoir peut-être tendance aussi à toujours aller rencontrer les mêmes personnes parce qu'on va se dire à partir de ce qui est inscrit sur le CV, bah ça me correspond, ça me correspond pas. Et le risque derrière, bien sûr, vous vous en rendez compte, ça va être l'effet de clonage, c'est-à-dire qu'on va recruter toujours la même catégorie de personnes. Et on sait très bien que y a des entreprises et même des civilisations qui en sont mortes. Donc vraiment la nécessité peut-être d'ouvrir, d'être au clair sur ses besoins et d'ouvrir parce que il y a peut-être plusieurs types de profils qui peuvent correspondre. alors, le dernier. Le dernier. On va avoir du mal à travailler ensemble. Alors, donc ça, c'est... là, cette vidéo, en fait, elle nous montre plusieurs biais à la fois. Il y a peut-être l'effet de primauté, l'effet d'ancrage, on peut l'appeler aussi comme ça. Il y a peut-être l'effet de halo, c'est-à-dire que je vais percevoir quelque chose dans le comportement, le physique, la façon de se présenter de mon candidat, qui va influencer mon jugement plus global et qui va peut-être produire chez moi un effet de sévérité ou de bienveillance. C'est-à-dire, là, dans la vidéo, la personne est plutôt désordonnée et va peut-être se dire que faire une inférence en se disant que notre candidat est un peu rigide, et du coup peut-être poser toutes les questions qui vont avoir tendance à confirmer cette hypothèse. Mais peut-être aussi, dans un autre contexte, il va se dire, mais nous, on a besoin de structure et au contraire, c'est super cette personne en face, et donc je vais faire l'inférence et je vais plutôt être sensible à certains éléments qui sont peut-être pas suffisants pour justifier que la personne dispose ou pas de ces compétences-là. Donc ça, c'est vrai que ce qu'on voit, ce qu'on entend dans les premiers moments de l'entretien, peut-être que ça peut favoriser le type de questions qu'on va poser. Mais l'effet de sévérité de bienveillance, ça peut être aussi lié à notre personnalité intrinsèque, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être plutôt sensibles à des éléments assez difficiles, vont plutôt aller chercher la petite bête, donc être plutôt sévères dans leur questionnement. Puis il y a des personnes qui au contraire vont se baser sur certains éléments, vont se satisfaire de peut-être des réponses positives. D'où l'importance dans votre questionnement d'équilibrer vraiment votre mode de questionnement avec des éléments, des questions positives et puis sur les réussites et puis peut-être des questions sur les échecs, les difficultés pour pouvoir évaluer où s'arrête la compétence de notre interlocuteur. C'était la dernière vidéo, je crois. Ouais, c'est la dernière. On va donc, une fois qu'on connaît un petit peu et qu'on est un petit peu sensibilisé à l'existence de biais cognitifs, on va avoir quelques
quelques petites bonnes pratiques et quelques tips pour essayer de s'en prémunir. Donc justement, Amandine va nous parler un petit peu des éléments importants pour éviter ces biais. Alors bien sûr, hein, le premier élément qui peut nous aider à nous prémunir de nos biais en tant que recruteur, évaluateur, ça va être de se former, d'avoir une méthode professionnelle, donc en utilisant des techniques d'entretien, de questionnement. C'est pas inné hein, finalement de valider les compétences de nos candidats. Donc ça, on peut apprendre à le faire hein, avec des techniques, des méthodes, essayer de structurer son approche, d'être sensible à tout ça. Le deuxième élément, bien sûr, c'est de comprendre son mode de fonctionnement pour être le plus objectif possible dans l'évaluation. On ne sera jamais 100% objectif, on est tous des êtres humains. Donc, il y aura toujours le subjectif qui entrera en ligne de compte, mais si vous êtes au clair sur ce à quoi vous êtes sensible en termes positifs, mais aussi peut-être en termes d'alerte, hein, de sujets qui vont vous rendre sensible, ça peut être très important parce que ça va vous permettre de revoir votre façon de questionner et d'essayer de traiter tout le monde de la même manière. Un autre élément, ça va être d'intégrer des outils pour essayer d'objectiver l'évaluation. Je vais en reparler tout à l'heure, hein, savoir ce qu'on cherche, comment on va le chercher, etc., essayer de structurer. Et un point très très important, c'est de distinguer le temps de recueil du temps d'évaluation. Quand je suis en entretien, je suis en train d'écouter, de recueillir l'information, je ne suis pas en train de juger. Donc l'idée, c'est d'être vraiment dans une posture de neutralité bienveillante, la plus possible, pour mettre la personne en face de moi aussi dans une situation de confort et qui puisse me donner des informations positives et des informations délicates le concernant, pour que ensuite, dans un second temps, je sois en mesure d'évaluer, de voir dans son discours, dans ce qu'il m'a donné comme information, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est en lien avec ce que je cherche, et qu'est-ce qui, au contraire, peut être un risque par rapport à ce que je recherche. On parle beaucoup des compétences, mais ça marche aussi pour les motivations. Pour comprendre son mode de fonctionnement, évidemment, il y a plein de questionnaires et de tests hein, qui existent sur Internet. Si vous tapez biais cognitif, test biais cognitif, vous allez en trouver plein. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ils n'ont pas forcément tous la même validité scientifique, mais voilà, ça peut être un premier élément. Et puis, bien sûr, pour apprendre de soi, hein, ce qui fonctionne très très bien, c'est de demander du feedback à d'autres évaluateurs. Donc, si vous démarrez, par exemple, vos premiers entretiens, ça peut être très intéressant de les co-conduire avec d'autres évaluateurs peut-être plus chevronnés que vous, d'autres recruteurs, et de leur demander hein, leur retour par rapport à votre mode de questionnement, par rapport à votre mode d'évaluation par la suite. Et puis aussi, lorsque vous êtes en assessment center, hein, cette méthode avec plusieurs outils et plusieurs évaluateurs, c'est très important d'échanger sur finalement comment on a perçu le candidat parce que ça peut nous permettre aussi d'en savoir plus sur nous, ce à quoi on est sensible et peut-être là où on a un jugement exagéré par rapport à la réalité. Un autre élément qui va être important, ça va être peut-être de se baser sur des outils qui vont être spécifiques et vraiment types hein, par rapport à nos différents types de recrutement. Une première chose, c'est d'être au clair sur ce qu'on recherche. Donc, travailler avec des fiches de poste, des fiches de fonction, ça peut vraiment être très important parce que du coup, ça permet de ne pas se baser sur ce qu'on croit savoir du poste ou de la fonction. Et ça, vous pouvez le faire en partenariat, bien sûr, avec les managers, par exemple, si vous recrutez pour d'autres. Un autre élément, ça va être d'avoir une bibliothèque de questions. Si vous êtes dans une entreprise qui a la chance de disposer d'un référentiel de compétences, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir créer une bibliothèque de questions équilibrée et qui va se baser sur des faits. Donc, on parle beaucoup de la méthode STAR. Chez Qubix, on parle de la méthode 3C hein, pour aller chercher des faits précis et les plus objectifs possibles dans l'expérience récente du candidat. Et à partir de cette bibliothèque de questions, vous allez pouvoir puiser sur les compétences qui vous intéressent, des guides d'entretien, être très au clair pour chacun des candidats pour un même poste, avoir le même type de questions. Hein, ce ne sera pas toujours exactement la même chose, mais en tout cas, d'aller creuser les mêmes compétences pour chacune de ces personnes. Grille d'évaluation, vous en avez un exemple là sur le slide. Ça va être une fois que j'ai fait mon entretien, que j'ai très bien relancé sur mes faits, que j'ai obtenu plein d'informations. Comment je vais savoir à partir de tout ça qu'est-ce qui correspond peut-être à ce que je recherche et qu'est-ce qui au contraire s'en éloigne. Donc l'idéal c'est d'avoir
Des compétences comportementales, par exemple, qui sont décomposées en indicateurs comportementaux, comme vous le voyez là sur le slide, et de pouvoir coter, hein, donc ça s'apprend en fait, hein, tout simplement, de pouvoir coter chacun de ces indicateurs pour avoir une vision globale de cette compétence-là et avoir peut-être des éléments à noter, hein, d'un point de vue peut-être plus qualitatif sur les comportements négatifs, positifs par rapport à chacune des compétences. Et puis, bien sûr, d'avoir des guides et des règles claires pour que, s'il y a plusieurs évaluateurs, que tout le monde ait une même philosophie par rapport à ces recrutements. Alors, ce qui est aussi important, donc là, on a vu la préparation, la formation des recruteurs, surtout des jeunes recruteurs ou des managers qui recrutent beaucoup et pour la première fois, qui ne sont pas forcément très formés à ce genre d'exercice. La première étape, c'est la préparation. Il y a quelque chose aussi très important pour éviter tous les biais, c'est de construire son processus de recrutement et de construire son processus de recrutement pour chacun des postes ou des types de postes que vous recrutez. Donc l'idée, c'est d'avoir un processus qui soit structuré avec des étapes qui sont identiques pour chacun des candidats et des critères d'évaluation aussi qui soient identiques pour tous les candidats. Il y a une tendance naturelle pour laquelle il faut un peu se prémunir, c'est qu'on a tendance à utiliser des critères un petit peu différents en fonction des candidats qu'on rencontre, en fonction de leurs caractéristiques. On va être plus ou moins indulgent ou plus ou moins se dire l'organisation, celui-là, c'est pas ça, alors que c'était pas dans un critère déterminant pour le poste en question. Donc, ayez bien des étapes déterminées, sachez bien quels sont les critères importants à vérifier pour chacune des étapes, qu'est-ce qui est important sur le CV, qu'est-ce qui est important en présélection, par exemple un entretien vidéo-différé, qu'est-ce qui est important pendant l'entretien en face à face, qu'est-ce qui est important pendant que et si vous le faites, un assessment center, un cas pratique, une mise en situation, pour objectiver au maximum votre prise de décision. On a parlé tout à l'heure des techniques d'entretien, des techniques de questionnement. Quand on parle de biais, il y en a une qui revient beaucoup, une technique qui revient beaucoup dans la littérature, c'est l'entretien structuré. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous êtes sensibilisé à cette pratique, mais l'entretien structuré, c'est un entretien où les questions vont être préparées à l'avance et vont être vraiment voilà, il y a une grosse préparation dans l'entretien structuré. On va revenir sur les caractéristiques après. Mais la validité de ce type d'entretien va augmenter proportionnellement à son degré de structuration. Plus votre processus est structuré, plus sa validité et sa prédictibilité, on peut dire, est forte. Donc, si on revient un petit peu sur donc Campion et Al, deux chercheurs ont établi des critères qui déterminent ce que c'est qu'un entretien structuré. Donc, accrochez-vous, c'est vraiment très structuré. C'est-à-dire que toutes les questions sont préparées en amont et en fonction de l'analyse du poste. Donc déjà, il y a un travail qui est fait sur le poste et sur l'analyse du poste. Les questions sont toutes identiques et pertinentes et elles vont surtout poser sur des questions de situation. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez, voilà, ce genre de questions qu'on pose en entretien, des questions sur l'expérience ou le métier en question. Les relances et toutes les interactions sont limitées, voire inexistantes. C'est-à-dire qu'on ne va pas reposer une question au candidat « Ah, mais parlez-moi plus de ça » ou « Vous pourriez préciser ce fait ». On va éviter ce genre d'éléments. Il y a également plusieurs évaluateurs qui rentrent dans l'entretien structuré, mais qui se fait de façon pas simultanée. C'est-à-dire qu'on va avoir un premier entretien avec le candidat et un évaluateur A, puis un entretien avec ce même candidat et un évaluateur B, par exemple, qui posera les mêmes questions et qui limitera ces interactions aussi. Il y a également un critère important, c'est la prise de notes, qui va être très, très détaillée et on va être plutôt factuel. On va plutôt reporter des éléments qui sont dans le discours du candidat et qui sont cités par le candidat. Pour pouvoir ensuite, j'insiste sur le ensuite, pouvoir noter et évaluer selon des échelles comportementales notamment la prestation du candidat et la différence entre ce qu'il a pu ses réponses et les réponses qui sont attendues pour le poste en question.
On va éviter de se faire un petit peu polluer par d'autres sources d'informations. Par exemple, vraiment dans la méthode puriste de l'entretien structuré, on ne va pas forcément regarder le CV avant. Et on va vraiment avoir une méthode pour la prise de décision avec des notes, et notamment les échelles comportementales dont on parlait tout à l'heure. Et il faut que l'entretien ait une durée suffisante pour notamment pouvoir creuser tous les points importants pour prendre sa décision et éviter tout biais d'hypothèses, de confirmation d'hypothèses ou ce genre de choses. Dans la littérature, on considère que l'entretien vidéo différé, donc c'est une méthode de présélection, une méthode d'entretien où les candidats, où les questions sont préparées en amont par le recruteur et le candidat il répond ensuite quand il veut, dans un délai avec un délai de réponse limité pour chacune des questions qui ont été préparées par le recruteur. Donc c'est un entretien où toutes les questions vont être identiques et chaque candidat a un délai de réponse identique. Donc tous les candidats sont un petit peu dans la même situation où il n'y a pas d'interaction. Donc ça c'est pour la partie entretien. Et pour la partie évaluation, les critères vont aussi être préparés en amont et vont être identiques pour chacun des candidats. Et surtout, pour pallier un petit peu le biais de récence, il y a un mode donc replay, vu que ce se fait en différé, où on va pouvoir aller revoir les vidéos des candidats si on a un doute, si on ne se souvient plus, si on a vu une des vidéos il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, voire même parfois plus, ce qui va permettre de ne pas se laisser un petit peu tromper par sa mémoire. Il y a aussi une notion importante, c'est l'évaluation multiple, qui est vraiment une composante importante de l'entretien structuré. On va pouvoir un petit peu demander et confronter ces évaluations avec d'autres évaluateurs, managers, recruteurs. Donc c'est un élément important dans le processus de recrutement qui se passe plutôt en présélection pour pouvoir objectiver et partir sur des bonnes bases pour ensuite aller pouvoir faire un entretien en face à face qui soit quand même préparé, mais qui ne soit pas non plus totalement structuré, parce que imaginez un petit peu déjà votre propre expérience où vous allez poser toutes les mêmes questions aux candidats avec peu d'interaction. Quand même, le métier de recruteur est un métier où la relation humaine est importante, où on a envie un petit peu d'interaction avec les candidats. Donc là, c'est quand même moins fun en termes de métier et surtout, on y reviendra après, mais imaginez l'expérience candidat qui passe des entretiens comme ça à la chaîne avec plusieurs recruteurs où il doit répondre la même chose. C'est pas forcément la meilleure expérience. Donc, nous, on recommande, c'est de bien d'avoir l'entretien en vidéo différé qui se fasse en mode présélection où le candidat fait ça de chez lui dans un temps limité. Pour pouvoir partir sur une bonne base d'évaluation pour le recruteur et pour ensuite laisser un petit peu plus d'interaction et d'expérience candidat avec un entretien qui soit semi-structuré mais préparé. Il y a ensuite les autres étapes aussi qui vont compter dans le processus de recrutement et je laisse la parole à Amandine sur la démarche multi-outils. Alors oui, suite à ce processus de présélection, on peut aussi dans le processus de présélection ajouter des tests très objectifs pour le coup, donc tests de raisonnement, ce genre de choses. Et puis vous pouvez ajouter au fur et à mesure que la shortlist se précise, peut-être des questionnaires de personnalité, peut-être même des mises en situation, des assessment centers pour les 2 ou 3 candidats, les dernières personnes en fait en shortlist. L'important par rapport à cette démarche avec plusieurs outils, bien sûr, c'est quelque chose de très positif parce que ça vous permet d'objectiver votre point de vue à partir du moment où ces outils, donc questionnaire de personnalité, tests et même l'assessment center en général, soient utilisés, débriefés par des évaluateurs qui sont formés à l'utilisation de ces outils parce que ça ne s'improvise pas. Pour faire peut-être un focus sur les
mises en situation, les business cases, l'idée c'est d'éviter de pratiquer les mises en situation sauvages comme peut-être certains d'entre vous ont vécu ça, avec des mises en situation au cours de l'entretien sans prévenir le participant qui va vivre cette mise en situation. Donc ça crée un effet de stress très fort. C'est au niveau de votre image employeur, pas forcément positif. Et puis aussi, au niveau de ce que vous récoltez, finalement, peut-être qu'on va récolter de la gestion du stress, de la créativité, mais par rapport à une situation qui n'est pas réelle. Donc, nous, ce qu'on vous conseille vraiment, et notamment chez Cubix, ce qu'on fait dans nos assessment centers, c'est d'avoir des temps d'information, de préparation qui soient identiques. Bien sûr, nos candidats sont informés du temps que va prendre l'assessment center. Parfois, ça va jusqu'à une journée entière. Et puis, que s'il y a un compère, c'est-à-dire une personne qui va donner la réplique à notre participant dans un jeu de rôle, que les compères soient formés à l'utilisation du compérage, qu'ils puissent réagir de façon homogène aux différents types de propositions de nos candidats, qu'on ait des grilles d'évaluation derrière et puis des temps d'intégration aussi entre les différents interlocuteurs, ça c'est très important, pour avoir une démarche la plus objective possible et ne pas rester sur une impression qu'on pourrait avoir du candidat. Alors, donc, vous l'avez compris, je pense, la préparation et la structuration, c'est des éléments importants pour se prémunir de ses propres biais. Il faut aussi savoir que plus il y a d'étapes et plus votre entretien est long, plus la valeur prédictive, on va dire, du candidat sur le poste donné sera forte. En revanche, attention, ça ne correspond pas à la réalité du marché. On ne peut pas proposer aux candidats un processus trop long avec trop d'étapes, parce qu'on est dans un contexte quand même de guerre des talents, où les meilleurs candidats sont aussi très sollicités. Donc attention à la longueur de votre processus et à ne pas créer non plus une expérience trop froide et impersonnelle. Donc les outils, il faut les utiliser au bon endroit, au bon moment, pour ne pas créer une frustration de la part du candidat, parce que s'il y a bien 3 choses qu'il déteste, c'est la longueur du processus, une mauvaise expérience et pas avoir de réponse. Donc, Amandine a quelques éléments à nous apporter pour savoir comment on garde ce bon équilibre pour maximiser cette expérience candidat. Oui, la première chose, c'est vraiment d'être très clair sur les différentes étapes, comment ça va se passer, pourquoi aussi on procède de cette manière-là. Si vous avez plusieurs outils, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter. Donc, voilà, considérez votre candidat comme un partenaire potentiel, puisque c'est potentiellement un futur collaborateur. C'est aussi potentiellement un futur client de votre entreprise. Si vous ne le sélectionnez pas, vous allez peut-être le retrouver à un autre moment. Donc, attention à ça. Donc, vraiment être transparent sur les étapes du process. On a mis aussi les critères. Alors, ça, c'est à prendre avec parcimonie. C'est-à-dire que ça dépend du contexte culturel des entreprises. Si vous nous suivez, par exemple, depuis les pays scandinaves, ça peut arriver, on ne sait pas, c'est très, très classique, très courant, finalement, d'envoyer les résultats de notre candidat au questionnaire de personnalité avant de le rencontrer. C'est très courant de lui dire ce qu'on va évaluer comme compétences comportementales, parce que l'effet de désirabilité sociale est très différent en fonction de la culture. Et là-bas, ça se fait, c'est considéré comme tout à fait normal pour que le candidat se prépare. Si vous faites ça en France, en règle générale, les entreprises franco-françaises ont plus de mal parce qu'ils pensent qu'il y a un effet de désirabilité sociale forte, que du coup, le candidat va biaiser sa préparation et ses réponses à vos questions. Donc, bon, ça dépend vraiment de la culture de votre entreprise. Un autre élément qui va favoriser une bonne expérience du candidat, bien sûr, c'est le digital. De plus en plus, on est face à des personnes qui sont très connectées, qui vont avoir besoin de pouvoir passer les évaluations à distance hors des temps de bureau, par exemple, donc pour pouvoir s'adapter à leurs contraintes et être plus réactif. Le gaming aussi, on parle beaucoup de ça, donc le côté fun factor, avoir un côté plutôt amusant dans le recrutement, mais qui soit à la fois amusant, mais qui vous donne en tant que recruteur des éléments sur les compétences, sur les techniques utilisées par nos candidats dans un contexte professionnel. Donc ça existe, il y a plusieurs entreprises qui vous permettent ce type de mise en situation et notamment virtuelle. Un rythme du processus donc un processus plutôt rythmé et plutôt clair sur les différentes étapes et quand est-ce qu'il va s'arrêter.
Et un point très très important de l'expérience candidat et qui est très facile à faire finalement, c'est le feedback. Alors, outre évidemment le fait de répondre à tous les candidats et si possible de façon personnalisée, on a aussi la notion d'être dans du feedback sur le contenu de ces évaluations pour que le candidat puisse apprendre de cette expérience avec vous. Qu'est-ce qui a été positif? Qu'est-ce qui peut-être aurait pu être amélioré par rapport à ces enjeux de carrière, ces motivations? Qu'est-ce que vous percevez, vous, comme conseil à lui donner, peut-être? Nous, par exemple, chez Cubix, quand on fait des assessment centers, on fait un feedback toujours à notre candidat à l'issue de l'assessment center ou même à l'issue, d'ailleurs, des différents outils qu'il va passer. Et puis, on peut être amené à faire un feedback au fur et à mesure des différentes étapes, des différents process. Donc là, on a vu pas mal de bonnes pratiques pour garantir votre expérience candidat. On va essayer de voir, il y a peut-être aussi des choses à faire du côté des biais des candidats, parce qu'on est dans un processus bilatéral, hein, donc les candidats ont aussi leur propre biais lorsqu'ils évaluent l'entreprise, l'intérêt de la mission, du poste, qui est l'équipe, etc. Donc comment on peut essayer de transformer aussi ces biais en un avantage concurrentiel? Il ne s'agit pas d'être manipulateur ou ce genre de choses, mais il s'agit de faire attention à certains éléments qui peuvent influencer de façon à justifier le jugement des candidats. Donc on l'a vu tout à l'heure, le biais de primauté et de récence, donc ça va être la première impression et la dernière, si on veut un petit peu simplifier la chose. Donc faites attention à la qualité de l'accueil, parce que déjà dès qu'il arrive dans l'entreprise, le candidat a une première impression. Il va peut-être pouvoir aussi aller se faire des raccourcis tout seul et entrevoir un petit peu entre les lignes des choses qui ne sont pas tout à fait véritables. Donc attention à qui l'accueille, à la ponctualité, à savoir ne pas se tromper de prénom. Donc là, c'est des choses aussi sur lesquelles il faut pas mal sensibiliser les managers en général sur la qualité de l'accueil des candidats. Sur également les derniers mots que vous allez prononcer au candidat pour lui dire au revoir. On a souvent en tête un candidat qui va dire « Ah, mais le recruteur m'a dit à bientôt, donc je pense que c'est bon. » Voilà, donc attention aux propres préjugés des candidats et a priori dans le processus de recrutement, soignez l'accueil et soignez la fin du processus. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des biais d'association, tout ce que vous ne voyez plus dans votre entreprise et pourtant qui est très important par rapport à l'image que vous pouvez renvoyer. Donc, ça peut être lié aux locaux dans lesquels vous accueillez votre candidat. Ça peut être la façon dont vous lui parlez de l'équipe, éventuellement de lui présenter l'équipe, peut-être utiliser un process innovant en recrutement ou lui proposer une expérience positive. L'idée, c'est que ce soit cohérent entre ce que vous proposez comme process de recrutement et comme accueil et la réalité de l'emploi. Il ne s'agit pas non plus de survendre, mais aussi de proposer une marque employeur qui soit positive parce que c'est ce qui va contribuer à la réputation de votre entreprise et on sait qu'elle est très importante aujourd'hui. Alors, pour participer justement à cette marque employeur sur tous les outils à distance, les outils qui utilisent le digital, en règle générale, maintenant, on vous propose bien sûr de mettre les outils d'évaluation aux couleurs de votre entreprise. Là, par exemple, pour Easy Recruit et puis voilà, l'écran Cubix. Ce qui est possible aussi dans certains systèmes, c'est d'ajouter des éléments sur votre entreprise, donc des éléments écrits, des vidéos, voilà. Donc ça, c'est très important parce que ça va contribuer finalement à favoriser l'intégration d'une image positive de votre entreprise déjà en première instance. Donc, soignez bien ces éléments-là et demandez-vous aussi en termes de contenu, pas que de forme, qu'est-ce qui est important de savoir pour le candidat à ce stade du processus pour essayer, pour que lui déjà se projette dans votre entreprise et aussi pour que lui comprenne pourquoi vous lui demandez ce type de processus. On va terminer aussi, donc attention au biais de stéréotypes chez les candidats. Il faut aussi vous assurer, c'est dans votre mission, que la vision du candidat
sur l'entretien et le poste est la bonne, qu'il n'ait pas une fausse image, qu'il n'ait pas une idée d'un poste waouh ou au contraire d'un poste bon, je vais peut-être m'ennuyer. Donc, essayez de le questionner sur qu'est-ce qu'il a compris de l'entreprise, qu'est-ce qu'il a compris du poste pour éviter toute désillusion. Je pense qu'on en a fini sur la présentation des billets dans le processus de recrutement. On va vous laisser peut-être une minute pour préparer vos questions et les écrire sur la plateforme et on va y répondre dans quelques instants. Alors, on a pas mal de questions sur la possibilité de recevoir le support. Donc ça, il n'y a pas de problème. On va vous envoyer le support de présentation, mais aussi le replay du webinaire. Donc comme ça, vous aurez tout. On vous enverra également tous les outils qui pourraient vous aider aussi à objectiver votre prise de décision, des guides de questions, ce genre d'éléments. Et voilà, on nous demande aussi une grille type d'évaluation, donc ça, il n'y a pas de problème. On nous pose donc une question sur savoir est-ce qu'il y a des biais qui sont plus importants en fonction des générations et des millennials. Donc les millennials, c'est la génération un petit peu qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail, sur lesquels on a parfois un petit peu aussi de préjugés, une génération qui est un petit peu plus on va dire, qui va plutôt rechercher une entreprise, une mission, plutôt qu'un poste et un travail. Donc là, ça va être un petit peu important de valoriser les éléments autour du poste, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous expliquiez le sens qu'il y a sur la mission. Il va falloir que vous expliquiez qu'est-ce qui se fait peut-être, par exemple, en RSE chez vous. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que les générations millennials, on recherche plus un sens dans leur travail, une flexibilité. Alors, important de bien mettre en avant le fait que vous fassiez, par exemple, du home office ou ce genre de choses qui sont plus flexibles dans le travail, si c'est vraiment ce que vous proposez, si c'est vraiment l'ADN de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à mentionner ces éléments-là en processus de recrutement. Il y a parfois des recruteurs qui ont le sentiment que les générations millennials sont un petit peu plus à la cool en entretien. Attention à ces biais-là, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sérieux. Donc, c'est un biais de stéréotype. Ouais, voilà, parce qu'ils ont peut-être un jean un peu troué ou ce genre de choses et qui sont moins en tailleur comme avant. Donc attention à ces biais de stéréotypes. Attention à votre culture d'entreprise, parce que votre culture d'entreprise peut aussi avoir un petit peu ses propres biais. Donc il faut un petit peu poser le candidat, la personnalité du candidat, son comportement. Est-ce que ça va assez en adéquation un petit peu avec ce que vous faites? Alors là, on a beaucoup de questions. Plein de questions d'un coup. On avait une question de mémoire sur le temps, la durée des entretiens, notamment des entretiens structurés. Alors moi, je vais répondre pour les entretiens semi-structurés, mais si tu veux répondre peut-être pour les entretiens structurés. Les entretiens structurés, on dit en général, il faut 1 heure. Entre 45 minutes et 1 heure. Même chose en entretien semi-structuré, donc le face-à-face, vraiment, quand vous rencontrez votre candidat, on dit souvent que avant 1 heure, il ne se passe pas beaucoup de choses quand même, parce qu'il y a tout le temps d'accueil, il y a le temps où vous allez évaluer finalement un peu le CV, le parcours, le temps où vous allez parler aussi du poste. Donc le temps consacré à chacune des compétences, en général, c'est une dizaine de minutes par compétence. Donc vous faites vite le calcul, si vous avez 5-6 compétences à évaluer, ça va très vite. Par contre, attention aussi à ne pas faire des entretiens trop longs. Au-delà de 2 heures, ça commence à être très fatigant pour tout le monde et ça peut nuire à l'image employeur. En tout cas, pas moins de 45 minutes un entretien et encore, c'est un petit peu... C'est un petit peu court. Je reviens juste sur la question sur les grilles d'évaluation. C'est compliqué de vous envoyer une grille d'évaluation type. Donc, peut-être pour la personne qui a posé la question de est-ce qu'on peut avoir une grille d'évaluation type, revenez vers nous parce que on pourra évaluer ensemble quels sont vos besoins et du coup préciser peut-être un petit peu plus, de façon un peu plus précise ce dont vous avez besoin.
Alors, les process de recrutement qui font participer les potentiels futurs collègues du candidat. Ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a des biais très forts par rapport justement à ce qu'on a déjà eu comme collègues, ce qu'on veut pas, etc. Ça peut être intéressant de faire rencontrer en fin d'entretien ou en fin de parcours. Moi, je l'ai déjà vécu en tant que candidate, par exemple, et du coup, ça a confirmé mon intérêt aussi, parce qu'il y a le candidat aussi qui peut avoir envie de s'intégrer à un collectif ou pas. Mais c'est à prendre avec parcimonie. Ce qu'on fait chez Kubix, c'est que parfois, on va évaluer nos futurs collègues, mais pas dans la même équipe. C'est-à-dire qu'on va participer on fait toujours évidemment des assessment centers, on va participer à l'assessment center, mais pas pour travailler en direct avec la personne toujours. On connaît très bien la structure, on connaît très bien les besoins, mais du coup, on ne recrute pas pour nous, ça aide un petit peu. Oui. Nous, ce qu'on fait en général, c'est plutôt à la toute fin du processus de recrutement, la rencontre avec les futurs collègues, parce que ça peut aussi faire entrer d'autres biais, donc attention au bon moment et trop tôt, c'est peut-être pas non plus la bonne solution. Alors, on a une question sur poser en entretien uniquement les questions préparées ne nuit pas à une analyse en direct. Et une adaptation des questions. Oui, excusez-moi, je pense que je me suis mal exprimée. C'est les questions, en fait, elles ont été préparées par le recruteur, mais pas par le candidat. Le candidat les découvre de façon spontanée, en direct. Là, tu parles de l'entretien vidéo. Ouais, mais même quand on parle des entretiens structurés et de la préparation des questions, elles sont pas connues du candidat avant. C'est juste, ce que je voulais dire, c'est que le recruteur, lui, les a vraiment préparées et écrites, en fait. On a une question sur les conseils sur la marque employeur. Alors, c'est un très vaste sujet. Moi, je vais me permettre de botter en touche parce que je pense que ça vaut un webinaire, effectivement, un autre webinaire sur la thématique. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. C'est très large pour le coup. On a une question sur l'intelligence artificielle va-t-elle solutionner le problème des biais dans la présélection? Donc, nous, chez EasyRecruit, on travaille beaucoup sur les sujets liés à l'intelligence artificielle, notamment on travaille sur l'analyse automatique du discours et de la prosodie du candidat. La prosodie, ça va être le rythme, le ton, l'intonation, ce genre de choses, donc tout ce qui est autour de la voix, pour les analyser automatiquement et produire des recommandations aux recruteurs. Alors, oui, ça peut gommer les biais de présélection parce qu'on va juste se concentrer sur les éléments importants pour évaluer un candidat. Donc vraiment les mots qu'il va utiliser, son champ lexical, donc l'analyse lexicale de son discours et les éléments qu'il y a autour du discours. Donc le ton de la voix, ce genre de choses qui vont éclairer et donner des éléments complémentaires sur le comportement du candidat. Donc oui, ça va permettre de solutionner ce type de problème. Mais il faut savoir que l'intelligence artificielle, elle se base sur une intelligence qui est donc humaine. Et donc, si le recruteur est à la base bourré, on va dire, de biais et de stéréotypes, ça peut aussi les reproduire. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, il faut aussi s'assurer qu'il y ait des éléments qui vont permettre de se prémunir contre ces biais et qui est un petit peu un processus d'apprentissage automatique dans l'intelligence artificielle pour solutionner ces problèmes de reproduction de biais. Donc, mais en général, le but de l'intelligence artificielle, c'est justement de gommer ces biais-là. Peut-être pour approfondir, oui, nous aussi, on travaille bien sûr sur le big data, ce genre de choses. On a une équipe qui a été montée l'année dernière là-dessus. Et bien sûr, ça va nous permettre d'objectiver un certain nombre de choses, d'avoir d'autres éléments aussi dans notre sélection auxquels on n'avait peut-être pas pensé. Mais l'analyse, finalement, de tous ces éléments-là, elle se fait au final encore par des humains. Donc, ça gommera jamais à 100%, en tout cas au stade où on en est aujourd'hui, ça gommera jamais à 100% les problèmes de biais. J'ai envie de dire peut-être heureusement, d'une certaine manière, parce que y a toujours des humains quand même dans les process de sélection. Mais c'est un outil complémentaire pour voir les situations sous un autre angle et peut-être différemment de ce qu'on aurait imaginé. Donc, très intéressant aussi. C'est des sujets à suivre en ce moment. Comment faire attention aux biais cognitifs quand on recrute c'est vrai. pour une filiale à l'étranger?
On a une question sur les biais cognitifs quand on recrute pour l'étranger. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes habitudes. Oui, alors nous, Cubix, on est un cabinet international, on est présent sur tous les continents. Ce qui peut nous aider par rapport à cette thématique-là, c'est que la plupart de nos outils peuvent être normatifs, c'est-à-dire qu'on va comparer les réponses de nos candidats à des normes et à la norme de la population de référence. Donc, on peut très bien travailler sur, si je vais recruter par exemple pour une filiale en Chine, je dis n'importe quoi, on peut très bien comparer les réponses de notre candidat, par exemple à son questionnaire de personnalité, par rapport à la norme chinoise. Et du coup, ça ne nous donne pas tout à fait la même chose, parce que les dimensions de sociabilité, etc., sont pas les mêmes. Donc, le candidat ne se positionne pas de la même manière si on le compare par rapport à une norme française et par rapport à une norme chinoise ou japonaise. Voilà. Du coup, les hypothèses qui ressortiront de ces résultats, de ces réponses, vont être différentes et vont nous permettre, en tant que recruteur, de creuser en fonction de cette dimension culturelle très importante. Ah. Que pensez-vous de la différence entre les grandes entreprises qui ont plus de moyens en termes d'outils que les PME? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que les grandes entreprises ont souvent bien structuré les processus, ils vont avoir des guides, ils vont avoir un certain nombre d'outils à disposition. Faut savoir qu'il y a quand même la possibilité de pouvoir se créer des outils de base, même quand on est une PME, pouvoir construire soi-même les cas pratiques avec les critères importants. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout vraiment prendre un petit peu de temps et se poser les bonnes questions et les bons critères et peut-être s'appuyer aussi beaucoup plus sur les managers dans ces cas-là pour un petit peu détecter les critères hard skills et soft skills importants pour vous et construire vos propres cas pratiques. Après, aujourd'hui, il existe de plus en plus de solutions qui sont adaptées aux PME. Nous, je sais on travaille beaucoup avec des PME aussi. Je pense que vous aussi, bien sûr. Donc, il ne faut pas non plus penser que les grands outils et les grands moyens sont réservés qu'aux grands groupes. Oui, et puis il y a la notion de bonne pratique aussi. C'est-à-dire que la formation, à adopter des bonnes méthodes, même sans être outillé, c'est un investissement différent, mais déjà se professionnaliser, c'est pas si cher. Et ça permet déjà de travailler dans de bonnes conditions par rapport à ce sujet-là. Ouais, avoir des grilles, avoir des bonnes pratiques à respecter. Alors, les bibliothèques de questions, alors je pense que nous, on en a certaines pour détecter des soft skills très précises. D'ailleurs, on avait animé un webinaire sur ce sujet. Après, il y a peut-être besoin d'une adaptation à votre entreprise et à vos postes en question. Donc, je pense que Cubix est la bonne personne pour vous aider. Et en tout cas, nous, sinon, on va avoir des bibliothèques de questions d'entretien vidéo qui vont être en ligne plutôt pour nos clients. Mais voilà, on a ce guide qu'on avait fait ensemble sur les soft skills. Mais bon, sinon, c'est un petit peu spécifique. Oui, nous, ce qu'on peut faire, on forme les recruteurs et les managers aussi, d'ailleurs, aux techniques de recrutement et d'évaluation en entretien. Et on vous donne une bibliothèque de questions, alors qui est standard, bien sûr, qui est basée sur les compétences Cubix. Je pense que ça doit être le cas de souvent les cabinets qui forment sur ce sujet-là. Vous repartez avec des outils que vous devez après peut-être personnaliser par rapport à votre besoin spécifique. Et puis après, c'est des choses qui peuvent se créer également en collaboration avec des cabinets ou si vous avez des personnes professionnalisées sur le sujet en entreprise. Ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est fait, ça va vous aider. C'est vraiment pas du temps perdu. Alors, une question plutôt pour toi. Oui. Est-il intéressant de mettre en place des tests de personnalité reconnus afin de déterminer avec plus de précision si le fit, l'intégration dans les équipes et avec le manager a plus de chances de se faire ou non?
Ah oui, ça implique de soumettre les tests aux candidats, mais aussi en interne. Alors, merci pour cette question, parce que c'est vrai que souvent, c'est une utilisation assez méconnue des questionnaires de personnalité. Souvent, on fait passer le questionnaire de personnalité, ça nous donne des hypothèses sur son mode de fonctionnement, et puis on questionne autour de ces éléments-là en faisant, nous, le lien recruteur avec ce qu'on a compris du poste. Mais je pense que c'est le cas de nombreux questionnaires de personnalité, hein, c'est le cas du PAPI, qui est le questionnaire personnalité de Qubix, là, le plus connu en tout cas, chez Qubix. On a la possibilité de créer des attentes spécifiques hein, par rapport au poste. On a aussi la possibilité de faire passer le questionnaire à toute l'équipe et de voir comment chacun des candidats se positionne par rapport à cette équipe-là, quels sont les éléments différenciants, qu'est-ce qui va nous apporter peut-être de différents, quelles vont être les zones de friction potentielles. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est aussi possible sur des team building, lorsque vous intégrez un nouveau collaborateur, mais qui fait déjà partie de l'entreprise. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut explorer avec grand plaisir et qui sont très positives. Alors, nous avons une question sur juger sur la voix n'est-elle pas une autre forme de préjugé? C'est une excellente question. Alors, il y a un autre biais dont je ne me rappelle plus le nom, mais peut-être que toi tu le connais, c'est le biais de ne se focaliser que sur des choses très factuelles, de se focaliser que sur les compétences techniques. Donc je suis désolée, j'ai oublié le nom, il y en a tellement. Et ça, c'est aussi un autre biais. Il y a quelque chose d'important, c'est d'essayer d'évaluer dans la globalité les choses et tout ce qui va concerner donc la voix, la prosodie, même le comportement hein, et la personne. Ça va donner des éléments éclairants au discours, par exemple, ou au test ou au cas pratique que va faire un candidat. Et c'est des éléments qu'on ne peut pas dissocier non plus d'une prestation, surtout lorsque le ton de la voix ou la présentation est un élément important pour le poste, et il y en a quand même encore certains. Donc, c'est pas une forme de préjugé, ça l'est si on ne se fie que là-dessus. Donc, important de voir un petit peu, d'évaluer les différents éléments liés à la présentation, la voix, le discours, le questionnaire de personnalité, dans sa globalité, de ne pas se fier que sur un seul des outils. Et les soft skills étant un élément extrêmement important, parfois on dit plus que les hard skills, donc attention à tout ce qu'il y a aussi autour. C'est une bonne question peut-être qui nous permet de rappeler un point important, c'est que des biais, des préjugés, des sentiments sur les personnes, on en a tous, c'est complètement normal. Et en fait, au lieu d'essayer de ne pas y être sensible, moi, mon conseil, ce serait plutôt au contraire d'être très au clair sur qu'est-ce que ça m'a renvoyé, qu'est-ce que j'ai ressenti, pour pouvoir peut-être essayer d'obtenir des éléments factuels sur, je ne sais pas si la voix de la personne me donne l'impression qu'elle va avoir tel ou tel type de caractère ou de personnalité, hein, quelqu'un de très affirmé, etc. Bah, du coup, ça me permet peut-être d'aller approfondir et de creuser pour avoir des éléments peut-être plus factuels et de valider mon hypothèse, hein, mon inférence en fait que je suis en train de faire. Pour pouvoir ensuite me dire, ok, j'ai cette impression-là et je l'ai validée avec tels éléments qui sont concrets et factuels, ou au contraire, pas du tout. Et voilà. Donc l'idée, c'est pas du tout de faire abstraction totale hein, de ces préjugés, de ces biais, mais au contraire d'essayer d'en être très conscient pour pouvoir approfondir les choses et ressortir avec des éléments justes. Et puis sachez que si vous avez ces sentiments, ces impressions, il y a peut-être une possibilité que les futurs collègues, les clients, les futurs clients aient aussi ces mêmes impressions. Donc il faut bien prendre tous les éléments en compte. Il est midi 5, on a un petit peu dépassé sur le temps. Merci à tous hein, d'avoir assisté au webinaire, c'était un plaisir de l'animer. Donc on vous enverra l'ensemble des supports d'ici demain, je pense, au maximum. Et puis, bonne continuation, en tout cas, dans le recrutement. J'espère que ça vous a bien aidé. Au revoir. Merci.